Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du triangle de Karpman, aussi appelé triangle dramatique, qui est un outil de l'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que l'analyse transactionnelle? C'est une approche d'analyse et de compréhension des problématiques relationnelles. Cette approche a été développée dans les années 50 par Eric Berne, un psychiatre et psychanalyste canadien, qui a popularisé l'idée que nos interactions les uns avec les autres suivent des schémas récurrents, appelés des transactions, d'où analyse transactionnelle. Et certains de ces schémas sont des jeux psychologiques, et c'est là que rentre en scène Stephen Karpman, un psychiatre américain, élève d'Eric Berne, qui a marqué l'approche de l'analyse transactionnelle avec son célèbre triangle dramatique en 1968, pour info, et dont on va parler aujourd'hui. Le triangle dramatique, c'est un modèle qui vient mettre en lumière nos interactions inconscientes et les jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, par exemple, dans une certaine situation, de tenir le rôle de la personne qui aide, d'être toujours celui ou celle qui aide les autres, ou d'être toujours celui ou celle que l'on va critiquer, qui ne fait jamais rien assez bien, ou encore d'être toujours celui ou celle qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais content, sans forcément savoir comment sortir de ce rôle qui semble vous coller à la peau malgré vous, ou même sans vous en rendre compte, c'est inconscient. Si déjà dans ce que je viens de vous évoquer, à un moment vous vous êtes dit ah oui, mais si surtout vous vous êtes dit ah non pas du tout, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à venir éclairer ici. Le triangle dramatique, il va venir nous aider à analyser le rôle que l'on joue dans une situation et comment faire pour ne pas s'y enfermer. Parce que tant qu'on est dans le triangle, on tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous voulez un visuel du triangle en écoutant ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site web dans un article de blog que je vous mets en description du podcast. Comme ça, vous avez l'article et l'image associée au triangle. Alors c'est parti, on va explorer les 3 rôles exposés dans le triangle, parce que qui dit triangle dit 3 pointes, et chacune de ces pointes renferme un rôle spécifique. On va aussi décrypter pourquoi on tombe dans l'un de ces rôles et comment en sortir, et je terminerai par un exemple concret pour illustrer tout ça. Alors les 3 rôles du triangle dramatique sont la victime, le persécuteur ou le bourreau si vous préférez, et le sauveur. On va commencer par la victime. Comme son nom l'indique, c'est le rôle qui va attirer des situations où la personne va se sentir persécutée, où elle va refuser de reconnaître et d'assumer sa responsabilité. La victime, elle va plutôt subir ce qui lui arrive, elle va se sentir impuissante, elle va se sentir dépassée par les événements et elle va se répéter et se convaincre qu'elle n'a pas les moyens d'agir. C'est un peu le profil drama queen, Calimero, pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? On parle pas de la victime au sens propre ici, mais vraiment au sens psychologique, dans la posture, dans l'état d'esprit, dans les émotions ressenties et dans les croyances que la personne va nourrir. La victime, elle va chercher à ramener constamment l'attention sur elle-même. Qu'on lui dise: «Ah oui, je comprends, c'est dur» et cetera, ce qui va renforcer son rôle de victime. Elle est, constamment dans la plainte et dépendante des autres, et cette posture va attirer fatalement un sauveur ou va déclencher la foudre du persécuteur, les 2 autres rôles du triangle. Alors j'apporte une petite nuance ici, vous avez le droit de vous plaindre, d'avoir un passage à vide, de répondre non quand on vous demande si ça va et d'avoir envie de partager vos tracas du moment sans pour autant incarner une victime et encore moins de rester figé dans ce rôle-là. Moi, quand j'ai l'image de la victime, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui incarne très bien ce rôle. À chaque fois que je la vois, elle se plaint, il y a jamais rien qui va, elle n'écoute personne, elle s'en fout des autres, elle veut raconter ses problèmes à elle, vous allez lui parler, elle va revenir sur elle. Elle vous demande comment vous allez seulement pour pouvoir se plaindre ensuite. Si quelqu'un lui partage quelque chose, elle va évidemment surenchérir parce qu'elle a toujours vécu pire. C'est un rôle dans lequel on peut s'enfermer à en devenir limite mythomane, à s'inventer des problèmes pour attirer les autres à soi. C'est une expression malsaine, voire toxique, pour attirer l'amour des autres vers soi, pour combler un vide souvent. Donc on peut tous interpréter ce rôle à certains moments dans nos vies, dans certaines relations aussi. L'essentiel, c'est de l'observer et de se donner les moyens d'en sortir, évidemment. Parce que quand on est victime, on n'est pas maître ni créateur de sa vie, on subit absolument tout.
Ensuite, le rôle du persécuteur ou du bourreau. Là, c'est une posture de contrôle, de domination. La personne, elle va imposer des règles, elle a toujours raison, elle critique, voire même dénigre les autres pour se sentir supérieure et faire valoir une quelconque ascendance sur les autres, une emprise même sur les autres. Les autres personnes sont le problème, ils sont forcément incompétents et le persécuteur n'hésite pas à leur dire et à les rabaisser. Avec la, victime, on avait le mantra du «Pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi?». Avec le persécuteur, on est sur «C'est de ta faute, tu es bonne à rien» et cetera. La personne généralement ne se rend pas compte, elle ne se voit pas comme un bourreau, comme un tyran même, mais plutôt comme la personne qui, remet l'église au centre du village et la personne dont on ne pourrait pas se passer sinon, tout irait mal. C'est une attitude qui génère beaucoup de tension, pour la personne elle-même et pour, l'entourage, pour les autres aussi, qui va libérer, c'est le persécuteur va libérer son agressivité sur les autres, il va se défouler sur les autres. Cette personne, par rapport aux autres rôles du triangle, elle va pousser la victime à se replier sur elle-même, elle va l'éteindre même carrément dans certains cas et c'est aussi une personne qui cherche au fond d'elle, désespérément, un sauveur. Inconsciemment, elle a envie d'être sauvée cette personne. Donc pareil ici, j'ai une personne de mon entourage qui est enfermée dans ce rôle depuis sa jeunesse, depuis plusieurs décennies et qui est en relation avec une victime depuis plus de 20 ans. Donc ils sont dans une relation complètement toxique, enfermés dans le triangle dramatique. Et enfin, le sauveur, eh ben ça, c'est la personne qui ne pourra pas s'empêcher d'aider, même et surtout quand on ne lui a rien demandé. Cette personne, elle a besoin de voler au secours des autres, de trouver des solutions aux problèmes des autres, même quand on ne lui a rien demandé, même quand son aide n'a pas été sollicitée. Ça part en général d'un bon sentiment. La personne, elle pense qu'elle bien faire. Et parfois, on peut y trouver un côté narcissique parce qu'on va se nourrir de la confiance que les autres nous accordent et on va valoriser notre image en aidant les autres. Ça me fait penser aux personnes qui, quand ils font une bonne action, et ça on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, je trouve ça dramatique, les personnes vont aider quelqu'un et vont avoir besoin de le dire, de le crier sur tous les toits pour se donner une bonne image, pour qu'on se dise: «C'est quelqu'un de bien». Il y a parfois une démarche intéressée dans ce rôle, pas toujours, mais ça arrive, même si c'est très subtil de l'identifier parce que c'est dur de se l'avouer à soi-même, forcément. Souvent, le sauveur, c'est une ancienne victime qui vole au secours des autres à son tour, souvent pour éviter son propre travail en profondeur. Ça arrive dans la sphère du développement personnel, par exemple, quand on entame un chemin initiatique, un chemin de guérison, de libération, de conscientisation. On comprend certaines choses, on estime que comprendre suffit. Donc, on met sous le tapis la plongée à faire dans ses propres ténèbres parce que, on estime qu'on a compris et que c'est suffisant. Mais par contre, ce qu'on a compris, on va l'utiliser pour sauver les autres, même si soi-même on a, un peu bâclé le travail ou carrément procrastiné ce travail-là. Ça peut nous donner l'impression de nous sauver nous-mêmes en allant sauver les autres sur les mêmes problématiques, par exemple. Mais bon, vous savez que ça finit par nous rattraper tôt ou tard. Donc le persécuteur va aider la victime, mais il va surtout la maintenir dans son impuissance. Parfois, la victime, elle ne cherche pas de l'aide, mais juste du réconfort. Et parfois, quand quelqu'un vous raconte ses problèmes, ce n'est pas pour qu'on lui propose des solutions, ni même qu'on la comprenne forcément, mais pour verbaliser ce qui se passe intérieurement, être accueilli, écouté et reconnu dans cette phase un peu moins joyeuse de sa vie. Et pour revenir au sauveur, si son aide est mal reçue ou s'avère inefficace, il peut basculer dans le persécuteur et là, vous comprenez bien la dynamique du triangle dramatique. C'est une spirale, c'est un cercle vicieux où chaque rôle mène une danse, bascule de l'un à l'autre ou reste enfermé dans l'un des rôles sans jamais vraiment sortir du jeu. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte. On va se situer à la pointe du triangle et on va placer inconsciemment l'autre à l'une des 2 autres pointes du triangle. Et c'est vraiment une danse qui se fait, une danse, dramatique, comme le dit, le nom, du triangle. Donc c'est valable dans les relations familiales, dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans les relations de travail, dans toutes nos interactions, en fait. Et pourquoi on tombe dans ce triangle? Il y a jamais vraiment de hasard. En tout cas, moi, dans mes croyances, on ne vit pas dans un monde de hasard. Ce sont des rôles qui peuvent avoir pris naissance dans l'enfance.
Vous savez qu'on y revient tout le temps à cette fameuse enfance, c'est là que tout se construit, même si on peut déconstruire plus tard pour reconstruire, rien n'est figé. C'est en étant enfant que l'on apprend à interagir et sur quoi on va se baser à votre avis pour apprendre à interagir? Et bien sur les modèles qui nous entourent, sur ce qu'on observe des adultes autour de nous et qu'on va imiter, c'est notre processus d'apprentissage à ce moment-là, sur les messages et sur les croyances que l'on reçoit aussi. Vous pouvez avoir grandi et évolué dans un environnement où on vous a répété qu'il fallait être fort, forte, qu'il fallait ne jamais se plaindre, ou alors on vous a appris qu'il fallait toujours aider son prochain et venir en aide aux autres pour être quelqu'un de bien, ou alors vous avez intégré malgré vous que le conflit et la critique étaient les seuls moyens d'avoir du pouvoir, et vous finissez par tomber dans un de ces rôles et vous finissez par l'incarner. Et ça peut parfois durer plusieurs années. Il y a aussi une dimension inconsciente, parce que la victime, par exemple, elle va chercher la reconnaissance, elle va rechercher de l'attention. Le sauveur, il va vouloir se rendre indispensable pour les autres. Et le persécuteur, il va avoir besoin de garder le contrôle et d'imposer son autorité. Et en fait, on y trouve notre compte à se positionner dans un des rôles. C'est plus facile de se plaindre que de prendre des responsabilités. C'est plus rassurant de donner des leçons aux autres que d'admettre ses propres failles. Et c'est plus valorisant d'aider les autres que de s'occuper de soi-même. Et c'est un piège qui se referme tout doucement sur soi-même. Alors comment en sortir? Parce que c'est bien beau, mais le but c'est quand même de réussir à s'extraire de ce triangle dramatique. Bon, s'il suffisait de se dire: «OK, j'ai compris quelque chose là en écoutant, ces quelques minutes de podcast, je décide de sortir de la pièce de théâtre et j'arrête de jouer ce rôle-là», ce serait trop facile, vous vous en doutez. Mais ça veut pas dire non plus que c'est hyper compliqué, attention. Il va être essentiel en tout cas de repérer là où les raisons, le ou les besoins qui vous font incarner un ou plusieurs de ces rôles. C'est ça qui va vous permettre de reprendre votre bâton du pouvoir personnel et d'assainir votre façon d'interagir avec les autres. Une victime, elle va devoir arrêter d'attendre qu'on vienne la sauver et elle va devoir apprendre à se responsabiliser. Ça ne veut pas dire qu'elle doit tout gérer et régler tout toute seule dans son coin sans demander de l'aide, mais accepter qu'une part d'action de sa part est nécessaire, sinon rien ne va jamais changer. Le persécuteur, il va avoir besoin d'apprendre à exprimer ses besoins et à poser ses limites de façon plus constructive. Il va devoir arrêter d'aboyer sur les autres et venir exprimer ce qui ne convient pas, apprendre à communiquer tout simplement et trouver des moyens de libérer une colère qui peut gronder intérieurement. Et là, il va falloir venir chercher la source et souvent on n'en a pas envie parce que ça fait remonter le caca, pour parler un peu moins vulgairement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider si vous vous reconnaissez là-dedans, dans n'importe quel rôle d'ailleurs, il n'y a aucune honte à se faire aider, bien au contraire. Et pour le sauveur, il va devoir apprendre à attendre d'être sollicité et regarder en miroir ce qu'il essaye de sauver chez les autres. Est-ce que ça ne vient pas faire écho à quelque chose chez moi que j'aurais besoin d'intégrer, de travailler, mais que je procrastine, que j'ignore? Et parfois vivre avec la frustration de ne pas intervenir et peut-être d'abord demander à l'autre: «De quoi as-tu besoin?» tout simplement. Comme je le dis toujours, les outils qui vous aideront le mieux à sortir d'un rôle, c'est l'observation de soi pour conscientiser ce rôle d'abord. On peut pas ne pas passer par là. On peut en jouer plusieurs en fonction des relations, hein, mais voilà, encore faut-il les identifier et après accepter que vous jouez ce rôle. Faire tomber le masque, prendre du recul, ne pas être dans la réaction immédiate, mais sinon dans la réflexion. Apprendre à communiquer avec la communication non violente notamment. J'avais fait un épisode sur la communication non violente, sur le podcast, c'est l'épisode 26. Bon, il date un peu, mais il est là. Et je vais terminer par un exemple concret. On va prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Donc la femme, elle a un job, elle a une journée qui lui a pris beaucoup d'énergie et le soir elle rentre et là, elle va balancer qu'elle est crevée, qu'elle a trop de choses à gérer, qu'elle a l'impression de tout faire à la maison. Là, elle adopte une posture de victime parce qu'elle a passé une sale journée, ça arrive à tout le monde. Elle est pas en train de chercher une solution, elle a juste besoin de s'exprimer, d'être, considérée dans son état. Elle cherche plutôt du réconfort et de la reconnaissance. Et au même moment, son mari, il entend ça et il lui répond qu'elle est toujours en train de se plaindre, que lui aussi, il a des journées compliquées, que dès qu'il veut l'aider, elle lui répond qu'elle a pas besoin, et que lui, pour autant, il ne va pas passer son temps à se plaindre. Là, on est dans le rôle du persécuteur parce qu'il va minimiser ce que vit sa femme et il va plutôt lui renvoyer de la critique.
ce qui va sûrement ne faire qu'envenimer les choses, on est d'accord. Et là, certains pourront se dire: «Oui, mais bon, c'est pas toujours à moi de mettre de l'eau dans mon vin, je comprends, c'est pas toujours simple». Mais c'est de l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend, c'est à la portée de tout le monde et ça aide grandement dans les relations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de faire des efforts toute votre vie dans une relation si en retour il y a jamais, une lueur de compréhension et de conscience chez l'autre qui fait que lui aussi va faire un pas. Mais en tout cas, essayez plusieurs fois, voyez où ça mène et puis vraiment si ça ne se transforme jamais en quelque chose de plus constructif et mature, là, vous êtes peut-être dans une relation avec des comportements toxiques et il faut peut-être, couper le cordon. Mais, il n'y a aucune, faiblesse à faire le premier pas, bien au contraire. On continue notre histoire. Le mari se rend compte que sa femme est à 2 doigts, de péter un câble ou de pleurer parce qu'il voit qu'elle est affectée et il décide de changer de casquette et de se rattraper. Et là, il lui dit: «Repose-toi chérie, va prendre un bain, je m'occupe du dîner, je c'est moi qui gère tout ce soir». Changement de rôle, il va prendre la cape du sauveur. Il va tout prendre en charge sur ses épaules, au lieu peut-être de trouver une solution un peu plus équitable. Et là, la dynamique, elle risque d'être déséquilibrée dans la relation. Parce que peut-être que sa femme va très bien l'accepter et dire oui, ou peut-être qu'elle va se sentir coupable, voire inutile. Elle peut choisir de prendre la mouche aussi et de lui répondre que c'est pas un bain et un dîner qui va tout régler le problème et que de toute façon, elle devra sûrement repasser derrière lui comme d'habitude et que au final, ça va pas autant l'aider que ce qu'il pense, etc. Et là, on n'est plus dans le rôle de victime, mais de persécuteur et le mari va devenir une victime. Donc ça va tourner en rond dans le triangle et ça va se répéter à l'infini et ça mène nulle part de constructif. Donc il y a 2 scénarios possibles ensuite. Le mari décide de réagir et de surenchérir et donc là, on part clairement sur une dispute qui ne va faire que s'envenimer et ne va rien résoudre. Ou il décide de proposer d'en parler et de demander à sa femme ce qui la soulagerait vraiment. À quoi la femme peut choisir de répondre mal et de continuer à critiquer et reprocher, ou à simplement exprimer son besoin et à lui confier qu'elle a besoin que les tâches soient mieux réparties, par exemple. Et là, une discussion s'enclenche. Là, on entre dans une rencontre d'un point de vue de la communication et non plus d'une séparation de deux cœurs qui crient mais qui ne se rencontrent pas. Chacun ici va exprimer ses besoins sans chercher à accuser ou à sauver l'autre. Et là, ça change toute la dynamique et on peut arriver vers une solution, hem, écologique et équitable pour chacun, des 2 personnes dans la relation. Parce que voilà, une relation, c'est à 2. C'est pas l'un qui fait les efforts et l'autre qui reste comme il est. C'est des échanges, c'est des compromis, c'est des efforts faits des 2 côtés. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous illustre un peu mieux, la dynamique du triangle de Karpman et de ses 3 rôles. Franchement, on incarne tous ces rôles à un moment dans notre vie, dans certaines relations. Moi-même, je suis passée par les 3, hein. J'ai été victime, j'ai été tyran, j'ai été, sauveur. Le plus important, c'est de le conscientiser et d'avoir la volonté de sortir de ces jeux psychologiques parce que, hem c'est pas la solution pour des relations saines, pour des relations qui nous portent et qui nous élèvent. Et comme le dit le podcast Élévation, on est là pour une élévation de conscience, pour une élévation dans nos vies personnelles, les uns aussi avec les autres, parce que nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin des autres. Et on n'est pas tout seul dans notre coin à mener notre vie. Donc les interactions sont inévitables, la communication est inévitable et c'est mieux pour tout le monde quand on apprend à mieux exprimer ses besoins, à apprendre à ne pas reprocher ni critiquer l'autre, mais plutôt à accueillir la personne telle qu'elle est, à reconnaître ses propres besoins et les besoins des autres, à poser ses limites, à connaître ses limites et puis ben, à cultiver l'amour de soi. Ça, on en a parlé dans un épisode précédent. Mais voilà, en tout cas, c'est tout bénéfique pour tout le monde quand on apprend à identifier cette dynamique qui se joue et à venir la transformer. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente semaine.